ça m'est arrivé régulièrement. Effectivement, j'ai essayé ces blagues sur les gens de la Talente, puisque comme disait Mireille, j'y allais à peu près une fois par jour pour mon café, et puis pour discuter, et puis voir si les blagues fonctionnaient. Alors les blagues, en fait il n'y a pas que les blagues, parce qu'il y avait les jeux de mots, évidemment, enfin, ça c'est très difficile, les références, parce que Pratchett émaille ses récits de références, de citations en tout genre, qui vont de poètes inconnus même pour les Anglais, je pense, des poètes élisabéthanes. Bon, Shakespeare, bon, Marlowe, ça va encore, mais après, j'ai oublié le nom de ces poètes inconnus, d'ailleurs, obscurs. Et essayer d'adapter ces références anglaises pour les lecteurs français, en mettant évidemment des références françaises. Les références, qu'est-ce qu'il y avait? Références à des films, des citations de films. Alors ça va de dessins animés, aussi bien je disais l'autre jour, de Dumbo l'éléphant, puisqu'il cite Dumbo l'éléphant, jusqu'à les citations de Casablanca, en passant par l'inspecteur Harry, enfin, tout y passe. Vous allez me dire comment est-ce que j'ai pu repérer toutes ces références. Eh bien, j'ai eu la chance de tomber sur un site qui doit être connu maintenant, je pense, un site anglais où tous les fondus de Terry Pratchett signalaient les références qu'ils avaient découvertes. Et du coup, pour chaque roman, il y avait, je ne sais pas, 4 ou 5 pages de références mentionnées. Donc, j'allais sur ces pages et je voyais, par exemple, une citation quelconque, et un lecteur avait signalé que c'était un vers de Othello, acte 3, scène 2, etc. Donc, il me suffisait de prendre la version française d'Othello et de recopier. Ça, c'était assez simple. Pour les films, c'était pareil. Il fallait que je trouve la version française. Alors bon, film problème, parce qu'il y a la version doublée et la version sous-titrée. Et les traductions sont parfois différentes. C'est comme ça que Casablanca, je l'ai vu, je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu au moins quelques fois. L'inspecteur Harry aussi. Enfin bon. Autre difficulté aussi, il y avait les niveaux de langage. Parce que, évidemment, Mémé Sirutan ne parle pas comme Samuel Vimer, qui ne parle pas comme le patricien. Et ça aussi, ça m'a donné pas mal de travail. En particulier lorsque l'action se passe, par exemple, dans le dernier continent, dans un continent qui ressemble étrangement à l'Australie. Évidemment, Pratchett utilise des termes et des expressions australiennes. Et du coup, moi, je me suis penché sur les expressions de Nouvelle-Calédonie, qui c'est un peu le même hémisphère, et c'est comme ça que l'expression australienne no worries se traduit, je l'ai traduite en français par casse pas la tête. Casse pas la tête, c'est une expression qui vient de Nouvelle-Calédonie. Bon, j'ai étudié comme ça le créole aussi pour une prêtresse vaudou dans une ville qui ressemble à la Nouvelle-Orléans. Ce qui me pose le plus de problèmes en ce moment, parce que je viens de commencer le dernier roman de Terry Pratchett, La Couronne du Berger. Je pense que ce sera le titre français, ouais, si l'éditrice est d'accord. Enfin, c'est ce que j'avais pensé l'appeler Les Poils du Berger, mais je sais pas si ça parle de poils, ça parle de chèvre en tout cas. Oui, oui, alors là ça demande beaucoup de travail, les romans avec Tiffen Patrak, avec les Nac MacFigos, parce qu'eux parlent, dans la version originale, une espèce d'écossais, et moi je me suis mis en tête de les faire parler une espèce de picard. Donc, je ne suis pas un spécialiste du ch'ti, mais j'ai des dictionnaires et j'écris des dialogues en picard. Et ça prend énormément de temps. Voilà, bon, j'ai pris beaucoup de temps aussi d'ailleurs, je crois. Alors, justement, sur l'humour de Pratchett, si vous voulez, si vous voulez donner quelques indications sur ce qui vous semble le plus frappant. Personnellement, ce qui m'a toujours fasciné dans le style et dans le style Monty Python de Pratchett, c'est son usage des notes de bas de page. Mais c'est peut-être pas le point qui a retenu le plus votre attention. Mais
j'ai toujours été un grand lecteur de notes de bas de page, et le problème des notes de Terry Pratchett, c'est que les notes de bas de page ont elles-mêmes des notes de bas de page, et donc au bout d'un moment, on ne sait plus très bien de quoi on parle, mais lui il le sait. Donc, si vous souhaitez réagir sur la question de l'humour de Pratchett, vous pouvez, sinon on peut en venir à la réalité de Pratchett. Juste dire quelque chose, c'est que la note de bas de page, jusqu'à Pratchett, je détestais ça. Et puis là, j'ai eu une illumination, je me suis dit, mais c'est merveilleux la note de bas de page, et depuis j'en mets partout. De préférence, en plus, je me cache même pas, ça peut être le cauchemar de mes maquettistes. Il n'y a qu'une personne au monde, je crois, qui nous bat, Terry Pratchett et moi, à plat de couture en note de bas de page, c'est Timothée Ray. Même pas Jasper Fforde, hein, non, Timothée Ray est le roi mondial de la note de bas de page. Mais, attends, Danilevski, La Maison des Feuilles, à la limite, un chapitre entier constitué d'une ligne suivi de bas de page, appelé de bas de page, ça, dans tous les trucs, avec à chaque fois des typographies différentes pour montrer où vous en êtes. Le maquettiste, je pense, c'est mort. Hein, et je pense qu'il y en a eu plusieurs qui sont succédés. Je crois que c'est le record absolu. Ah, sûrement. Cela étant, il y a quand même Jasper Fforde qui avait réussi à faire discuter les notes de bas de page avec le texte. Et ça, c'était absolument génial. Mais je pense que Fforde, comme Ray, comme moi, on doit énormément à Terry Pratchett, et les maquettistes n'ont plus qu'à aller cracher sur la tombe de Terry. Je pense que Terry Pratchett aimait bien ses maquettistes. Il n'était pas hostile. C'est pas seulement les maquettistes, je crois que les éditeurs n'aiment pas tant que ça les notes de la page. Non. Mais bon, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de souci avec des principes formels aussi littéraires de la note de bas de page. Néanmoins, pour la plupart des gens qui ne maîtriseraient pas la note de bas de page, c'est une démission du texte. Donc, en tant qu'éditrice, je surveille de près les notes de bas de page. Par contre, pour ce qui est des éditions de Terry Pratchett, le fait que ce soit un fou de la note de bas de page fait qu'en français, nous avons interdit à Petit Coton la note de bas de page. Il avait tendance à se l'interdire lui-même, donc ce n'était pas, on était d'accord. Ce qui veut dire que c'est pour ça que vous avez une version aussi traduite. Quand je dis traduite, c'est-à-dire avec tous ces rapports à la langue française. En fait, y compris les références deviennent des références françaises, parce que dans la plupart des autres pays, les références sont en note de bas de page, ce qui est quand même très très grave quand on a une œuvre comme celle de Pratchett. Oui, qui est une œuvre effectivement ouverte et qui fait appel à une dynamique de lecture, une activité spécifique du lecteur. Quelques réactions sur l'humour? Je voulais juste dire à propos des notes de bas de page que si j'ai droit à une note de bas de page par bouquin, pour dire que la mort est du sexe masculin, si vous voulez. Alors, le problème évidemment, c'est qu'en 41 volumes, il faut varier la note de bas de page, et c'est pas toujours facile, c'est plus dur. Enfin, je l'ai pour le dernier. Ça. Une autre façon de faire de l'humour de Pratchett qui me raserait à chaque fois, c'est la façon dont il reprend. Mais ça, c'est toi qui le fais aussi, parce que tu as dû choper une expression française pour traduire ça. Donc il reprend une expression qu'on connaît, il caressait cette idée, par exemple. Et là, le Pratchettien rajoute, il caressait cette idée et même il lui faisait un brushing avec un petit ruban. Et ça, moi, ça me ravit, ce genre de choses. Oui, il y a un jeu sur la langue qui est un vrai plaisir à la fois pour Pratchett lui-même et pour le lecteur. Oui, bon, à la mort de Pratchett, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tout relu et je me suis aperçu que la totalité de mon existence avait été envahie par Pratchett et l'humour de Pratchett. Et à tel point que je parle de Pratchett couramment et sans plus m'en rendre compte. Et hier encore, quand mon fils cherchait ses lunettes qu'il avait sur le nez, je lui ai dit « Et toi, tu trouverais pas ton cul avec tes deux mains ?» Alors, on peut passer sur cette note particulièrement adaptée, on peut passer à la question du monde de Pratchett, de la réalité selon Pratchett. Alors évidemment, c'est pas seulement les analyses que monde, mais là, ça sonne bizarrement maintenant. C'est aussi évidemment tout ce qu'il a pu construire en dehors.
Une chose que je trouve très nettement, justement, science-fictionnelle, c'est ni un hommage ni une critique, dans la fantasy de Pratchett, c'est la manière dont il crée, voire pour les tordre immédiatement, différentes lois, différentes règles, qui sont donc une manière de structurer son univers. Et dans ces lois, il y en a qui sont clairement intrinsèques à la nature de son univers. Par exemple, la loi de la conservation de la réalité, qui s'impose aux mages pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi, pour le dire vite. Mais il y a aussi de très nombreuses lois qui sont des lois des histoires. C'est-à-dire que c'est fascinant comme Pratchett arrive à mettre dans un même récit des actions qui sont des actions de personnages tout à fait standards, mais aussi des éléments qui sont des éléments pseudo-métaphysiques, et toute une série de règles qui sont finalement des règles qui tiennent au fait que quand on raconte une histoire, il va se passer un certain nombre de choses. Et je pense par exemple au dernier héros, dans lequel clairement il est indiqué que plus l'opposition est importante face à un héros, plus il a de chances de gagner. Et donc ça c'est une des lois de Pratchett que je trouve absolument fascinante, qui fait que effectivement Cohen le barbare peut arriver potentiellement à battre des dieux, parce que de toute façon il n'y a pas plus puissant. Donc ce genre de choses. Donc évidemment les mages qu'on voit ici et qui sont une source inépuisable de ce genre de choses. T'as la chance sur 1 million aussi, si on a celle-là, c'est qu'on va réussir forcément. Voilà. Je sais plus si ça marche. Ça marche chez Pratchett en tout cas. Si, ça marche chez lui. Et donc, en gros, que dire de la réalité de Pratchett? Qu'est-ce qui vous frappait le plus? Qu'est-ce qui vous semble devoir être retenu? Quel est le plus important dans la vie? Une bonne dentisterie et du papier toilette double épaisseur. Je trouve ça très vrai. Et ça, c'est une référence à Conan, en fait. C'est le moment où Conan nous dit il a été éduqué, on lui a appris la poésie, etc. etc. Et les chefs barbares sont en train de jouer à un jeu littéraire qui est de donner les 3 choses les plus importantes dans la vie. Et t'as Conan qui raconte que c'est tuer ses ennemis, entendre les cris de leur femme, et il me manque le 3e. Et là, tout le monde trouve ça d'une sagesse étonnante. C'était l'intellectuel. Et effectivement, dans le film qui est tiré justement du bouquin de Pratchett, où il y a Cohen le barbare, donc, où les gens lui disent mais t'es sûr qu'il n'y a pas un problème avec tuer les femmes? Il dit non, mais croyez-moi, le papier toilette est vachement plus important. Et fait toute une déclaration sur l'importance du bon papier toilette et de la bonne dentisterie qui est tout à fait fabuleuse. Et d'ailleurs, à la fin, il récupère des dents de diamant et on lui explique qu'il n'est plus obligé de manger de la soupe, mais qu'il peut se taper du steak. Et il y a ce moment merveilleux, il y a cette espèce de type qui a plus de 80 ans, il est maigre, il est complètement... C'est vraiment un vieux décati. Et il y a cette ravissante Jouvencelle de 20 ans qui est prêtresse de je ne sais plus quel ordre, qui est totalement amoureuse de lui. Il y a quelqu'un quand même qui vient voir Cohen le barbare et qui lui dit écoute, je suis désolé de te dire, mais quand même, vu votre différence d'âge, il faudrait quand même que tu fasses un brin attention. Et donc Cohen le barbare avec c'est vraiment... Il faut l'imaginer, c'est un squelette ambulant avec des muscles qui pendent sous le bras, c'est extraordinaire. Il est vêtu d'une espèce de couche culotte et qui dit écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais si, compte tenu de ce que je suis, si au moment de la nuit de noces, quelque chose de terrible devait se passer, bah, tant pis pour elle. Moi, je rajouterais juste une chose, à propos de contraintes et de lois de la narration. Il y a un petit bijou qui s'appelle Drame de troll, que nous avons sorti au moins 2 fois en gratuit. Je sais pas, essayez de le trouver. Et même peut-être qu'on l'a mis dans les nouvelles, Patrick. Donc voilà, ça va être facile, vous pouvez l'acheter. Et effectivement, là, vous avez une revisite la vie d'un troll sous le pont, qui est quand même quelque chose d'emblématique de la fantaisie britannique. Je vous conseille. Un drame de troll. J'ai beaucoup pensé à lui, tu le sais. Oui, bien sûr. Ben oui, un troll, oui, c'est comme ça, un troll.